Bonsoir à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire de Septodon. Mon nom est Sandro Calais, je suis le directeur général de Septodon. J'ai le plaisir de vous accueillir ce soir pour ce nouveau sujet concernant la gestion des caries profondes en utilisant la technique BioBulkfill. Et à cet égard, j'ai le plaisir de vous présenter notre orateur ce soir, le professeur Joseph Sabag, qui a à la fois une activité académique et clinique en Belgique et au Liban, à Beyrouth. Le professeur Sabag est effectivement chef de département de dentisterie, restauratrice et d'endodontie à la faculté de médecine dentaire de l'université libanaise. Il est également enseignant en postgraduat à l'UCL. Et il a un cabinet privé où il exerce l'endodontie et la dentisterie esthétique à Bruxelles et à Beyrouth. Donc voilà, nous sommes très nombreux ce soir. Donc je vous remercie d'avance pour votre participation. Voilà, il y a plus de 180 inscriptions. On est en ce moment à plus de 70 présents. Donc un grand merci pour votre participation. Durant la lecture, ce que je vous propose, c'est de poser vos questions. Il y a une section dans le tableau de bord du GoToWebinar qui s'appelle questions et vous pouvez y inscrire vos questions. Je vais les rassembler au cours de la soirée et vers 8h45, nous ouvrirons le débat à la fin de la lecture et le professeur Sabag donc pourra répondre à l'ensemble de vos questions. Voilà, à présent, je vous souhaite une excellente lecture. Professeur Sabag, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci Sandro, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Vous avez beaucoup de courage après une longue journée, j'imagine, de vous connecter pour m'écouter. Le sujet qu'on a choisi ce soir, donc, comme Sandro l'a annoncé, c'est la gestion des caries profondes en utilisant la technique BioBulk. Je voudrais aussi remercier Septodon d'avoir accueilli ce webinaire et de me permettre de partager avec vous une expérience de plus de 10 ans d'utilisation de la biodentine, si on veut être pragmatique. C'est un produit qui est depuis 12 ans sur le marché et on va essayer de voir un peu comment est-ce qu'on peut mettre à profit ce produit dans la gestion des caries profondes. Vous savez que notre pain quotidien, comme on peut l'appeler, c'est la réalisation des composites directs. Et selon cette méta-analyse qui remonte à une dizaine d'années, on sait que tous les ans, il y a 500 millions de composites directs ou de restauration directe qui sont placés. Parmi ces 500 millions, il y a 260 millions de composites directs. Et on sait qu'en Belgique, c'est un acte qui est remboursé par les LAMI, donc tout le monde va faire beaucoup de composites, j'imagine, dans sa semaine et dans son mois. C'est une pratique qui est très courante, de plus en plus, et qui est toujours utilisée grâce aux composites qu'on utilise. Et selon l'American Association of Dentistry, l'AOS, dont je suis fier d'être membre aussi de la section européenne, on sait que la restauration des composites postérieurs, donc la restauration des dents postérieures avec du composite, a plusieurs aspects. Donc, premièrement, elle va traiter les lésions primaires, donc les caries. On va remplacer des restaurations défectives, des inlays, la restauration des dents dévitalisées dans certains cas, et aussi les restaurations, les dents qui sont usées. On sait qu'on a affaire de nos jours à beaucoup de cas d'usure. Le suivi pour pouvoir utiliser les composites, donc dans un article qui est sorti il y a quelques années que j'ai publié avec le professeur McConnell dans le Journal of Dentistry, on a essayé de revoir un peu la classification des cavités, si vous voulez, en fonction des matériaux de restauration dont on a, qui nous sont à disposition actuellement sur le marché. Et on peut venir sur une classification, si vous voulez, en 5 catégories pour être un peu plus adapté aux matériaux qu'on utilise et qu'on peut résumer, si vous voulez, en fonction de la taille de la carie et en fonction de la localisation de la carie, ce qui pratiquement nous amène à 3 cas de figure. Le premier cas de figure étant les composites quand il s'agit de cavités shallow, donc des cavités qui sont peu superficielles ou peu profondes. La deuxième variable de ces cavités, c'est les cavités moyennes, qui elles aussi peuvent être restaurées en composite. Et là aussi, je voudrais signaler qu'actuellement, la plupart des restaurations en composite se font sans l'utilisation d'un fond de cavité ou d'un liner. Mais le problème se pose quand on a affaire à des cavités profondes.
comme vous pouvez voir. Voici un petit échantillon de ce qu'on peut rencontrer dans notre quotidien, les Deep Posterior Cavities. Eh bien, comment gérer ces cavités et surtout, comment savoir est-ce qu'il faut mettre un composite, quel genre de matériau mettre? Il y a beaucoup qui pourraient dire, tiens, je vais mettre un composite, mais parfois, ça ne réussit pas toujours. Voilà ce qu'on peut avoir chez ce patient qui a eu un composite qui a été posé il y a 3 ans et que j'ai dû recevoir en urgence au cabinet, puisque vous pouvez voir sur la racine mésiale, on voit déjà un abcès qui se développe, une couleur noire qui signe la présence d'une lésion apicale sur la racine mésiale et qui a nécessité l'intervention et la dévitalisation. Donc, on sait toujours que l'utilisation d'un composite dans des cavités profondes est toujours une arme à double tranchant. Donc, il faut savoir dans quel cas l'utiliser ou pas. Regardons rapidement, selon la European Society of Endodontology, dans un article qui est sorti récemment par un groupe d'orateurs, des éminents spécialistes en endodontie, dont le chef était Henry Duncan, et l'article est sorti en 2019. Comment est-ce qu'on définit une carie profonde? Eh bien, une carie profonde, selon la définition de l'ESE, c'est une carie qui va toucher le quart interne de la dentine avec une zone qui est un peu ramollie, mais qui reste ferme entre la carie et la pulpe. Évidemment, en essayant d'excaver, de retirer toute la carie qui est infectée et qui est encore ramollie, on a un grand risque d'exposition pulpaire pendant la procédure opératoire. La problématique qu'on peut rencontrer dans les cavités profondes, puisque le sujet c'était le biobulk in deep cavities, donc les cavités profondes, tout d'abord, nous avons le problème de la faiblesse cuspidienne. Donc, puisque la cavité est profonde, on a beaucoup de pertes de tissu. Donc, les cuspides restantes peuvent être fragiles. Donc, ça, c'est aussi un problème qu'on doit essayer de contourner ou de résoudre. La deuxième problématique importante, c'est la proximité pulpaire. On est parfois proche de la pulpe ou on est carrément dans la pulpe. Et le problème qui en découle, quel est l'état ou le statut de cette pulpe? Est-ce que c'est une pulpe vitale? Est-ce que c'est une pulpe enflammée? Donc, comment gérer, si vous voulez, cette situation pour amener à terme une bonne restauration de nos patients? Et on sait tous que, si vous voulez, la tendance actuelle, c'est d'utiliser des composites bulk fill, puisqu'on va aussi en toucher un mot ce soir, dans les cavités profondes. Donc, plus on peut mettre un produit en couche ou en monolayer, plus ce sera facile pour nous et ce sera plus rapide pour le patient. Donc là, tout le choix se présente pour savoir quel matériau on va utiliser pour remplir les cavités profondes. Pour résumer un peu aussi la problématique des cavités profondes, c'est qu'il n'y a pas de consensus concernant la prise de décision pour gérer ces cavités. On ne peut pas savoir, selon le signe radiographique de la pulpe, à moins qu'il y ait déjà des douleurs ou des symptômes, si les bactéries sont déjà présentes dans la pulpe ou pas. Le diagnostic qu'on va poser pour traiter une pulpe inflammée, ce qu'on peut souvent utiliser comme information utile pour nous, c'est les questions qu'on pose aux patients selon son historique. Est-ce que c'est une douleur nocturne? Est-ce que ce sont des douleurs spontanées qui vont se déclencher? Ou est-ce que c'est l'eau froide, par exemple, qui va déclencher ces douleurs? Donc, tout ça, c'est important pour essayer de poser un bon diagnostic et de connaître l'état de la pulpe pour utiliser un matériau qui va permettre de préserver la vitalité pulpaire chez le patient. Et ce qui nous amène aussi dans un article très intéressant qui a été publié par Björndal, qui est le patron du département d'endodontie à l'Université de Copenhague, qui a fait beaucoup de publications sur le sujet. Et là, on peut classifier, si vous voulez, les expositions pulpaires ou les coiffages en 2 classes. Les classes 1, comme vous pouvez voir à l'extrémité gauche de la diapositive, quand on a une exposition iatrogène, ça veut dire on est en train de fraiser, on va un peu trop loin et on est à proximité, évidemment, c'est une cavité profonde et la pulpe est exposée. Et donc, dans ce cas, théoriquement, on est à l'abri des bactéries, ce qui représente un bon pronostic pour le coiffage ou l'utilisation de matériaux biologiques ou qui vont réagir avec la pulpe pour des matériaux de coiffage. La classe 2, là où il y a une grosse infection ou une atteinte bactérienne, si vous voulez, de la carie. Donc là, il y a beaucoup plus de risques que la carie contamine la pulpe et qu'on ait une inflammation qui va suivre. Et comme vous pouvez voir,
en rouge, dans le carré rouge, là, on a affaire à une pulpe qui est enflammée, puisque dès que j'ai ouvert la cavité d'accès dans un traitement canalaire, vous pouvez voir le saignement que la pulpe présente qui signe l'inflammation pulpaire. Aussi, je veux vous dire qu'à partir il y a 2-3 ans, on a aussi commencé à travailler sur les pulpes qui sont enflammées pour éviter de faire les traitements endodontiques et en utilisant aussi la biodontine. Je vais vous en parler plus tout le long, plus loin dans la présentation. Évidemment, à l'extrémité droite, comme vous pouvez le voir, là, on est dans une situation irréversible. Le traitement endodontique s'impose puisque la pulpe est nécrotique, comme vous pouvez voir. À peine j'ai ouvert la cavité pulpaire, on peut voir la pulpe qui est un peu, la cavité d'accès plutôt. Vous pouvez voir la pulpe coagulée et nécrosée et il n'y a plus de sang. Donc, ça veut dire tout espoir de restituer la vitalité de la pulpe est perdu et on doit passer à la dévitalisation. Beaucoup de littérature, beaucoup d'encre a coulé concernant la préservation du statut pulpaire de la dent, aussi de garder la vitalité pulpaire, justement pour préserver le tissu dentaire et essayer d'éviter les dévitalisations et les couronnes. Et une des techniques aussi qui a été décrite dans la littérature, c'est la stepwise excavation. Ça veut dire, au lieu de se dire on va éliminer toute la dentine qui est infectée et affectée, et là, on a un grand risque de tomber dans la pulpe. Donc, on a proposé ce qu'on appelle la stepwise excavation. Ça veut dire on va retirer le gros de la carie, de la dentine qui est ramollie, et on va laisser une couche qu'on appelle la dentine, si vous voulez, affectée. Et sur cette dentine, on va apposer un matériau, genre hydroxyde de calcium ou biodontine, qu'on va garder pendant plusieurs mois pour avoir un deuxième stage où la dentine qui est ramollie va se raffermir et se reminéraliser et devenir une dentine qui est dure, malgré que sa couleur restera sombre, mais ce sera une carie, si vous voulez, arrêtée. À ce moment-là, le patient revient, on va ouvrir et on va reboucher définitivement la restauration en faisant un composite au-dessus. Voici un exemple typique d'un jeune adolescent qui était en traitement orthodontique et vous pouvez voir que sur la première molaire du haut, il a développé une carie importante. Bon, heureusement, là, la bague orthodontique a joué le rôle d'une matrice, donc je n'ai pas dû poser une matrice. Tout ce que j'ai dû faire, c'est bien nettoyer la carie et vous pouvez vous rendre compte de la taille et de l'importance de la destruction. Donc, c'est presque le tiers de la dent qui est parti. Et donc là, vous pouvez voir au niveau de la cuspide vestibulaire, mesure vestibulaire, que j'ai gardé un peu de dentine colorié. Et là, j'ai rempli toute la cavité avec de la biodontine. L'avantage, évidemment, c'est que comme il y a le cerclage qui est le cerclage de la bague orthodontique, on a pu bien préserver l'intégrité de la biodontine dans le temps, pendant quelques semaines. Et après ça, donc, j'ai refraisé une partie de la biodontine et on l'a recouverte avec du composite. Un peu plus loin dans la présentation, on va parler des étapes. Quand est-ce qu'il faut fraiser la biodontine? Comment faire pour mettre le composite? Quel genre d'adhésion on a entre le composite et la biodontine? Donc, toutes ces réponses, toutes ces questions, plutôt, je vais essayer d'y répondre tout le long de la présentation. En pédodontie aussi, dans les dentitions mixtes, on sait tous que la première molaire, c'est celle qui va faire son éruption en premier à 6 ans, suivie de la dent de 12 ans. Donc, ce sont des dents qui sont sujettes beaucoup plus, d'une façon beaucoup plus intense à des caries importantes, comme vous pouvez voir, par rapport à d'autres dents. Et là, évidemment, aussi, le biobulk s'impose. Donc, là, nous avons traité aussi la dent dans un premier temps avec de la biodontine. Toute la cavité a été remplie. Et vous pouvez voir qu'après quelques semaines, la biodontine est encore intègre. Donc, il n'y a pas eu de fracture. Donc, c'est un produit qui est très stable dans le temps. Si on revient à la définition de la vitalité pulpaire, qu'est-ce que la Vital Pulp Therapy ou comment est-ce qu'on peut traiter la pulpe d'une façon vitale? Eh bien, l'American Academy of Pediatric Dentistry, dans une de ses publications aussi, va définir, si vous voulez, la thérapie pulpaire pour regarder le Vital Pulp Therapy par le placement d'une barrière protective sur une pulpe qui est partiellement ou totalement partiellement exposé ou non exposé, qui va induire la formation d'un pont dentinaire dont le but est d'induire la vitalité ou de maintenir la vitalité pulpaire, ce qui nous ramène à 3 cas de figure pour garder la pulpe vitale. Tout d'abord, utiliser des barrières, des bases ou des liners en traitement indirect.
Deuxième chose, on peut faire un coiffage pulpaire direct. Et troisièmement, ce qu'on commence à faire de plus en plus, c'est une pulpotomie. Ça veut dire ouvrir une cavité d'accès, éliminer la pulpe camérale et maintenir les racines, donc à maintenir la pulpe dans les racines de la dent. Je vais vous montrer aussi un exemple plus loin dans la présentation. Aussi, avec mes étudiants à l'université, on s'est penché un peu sur la problématique il y a une dizaine d'années. On a essayé de sortir un peu une revue de littérature sur les produits qui existent sur le marché, comment les utiliser, en utilisant une approche assez sympathique, c'est la question de frequently asked questions. Donc, les articles, donc une publication, on pose une question et on essaie d'y répondre d'une façon pratique pour essayer de comprendre un peu quel produit fonctionne le mieux, est-ce que l'âge des patients intervient, etc. Et là, on a vu aussi les produits qui étaient sur le marché. Et aussi, il y a aussi quelques années, une publication très intéressante qui nous vient du Japon, qui a été faite par Komabayashi en 2016. Et là, ça nous permet de classifier les produits de protection pulpaire en deux grandes familles. La première famille, c'est la famille de produits qui appartiennent à l'hydroxyde de calcium. Et là, nous avons deux variables, les produits à base d'hydroxyde de calcium à base d'eau et les produits d'hydroxyde de calcium à base de résine, donc en l'occurrence qui sont photopolymérisables et qui ne doivent pas être protégés par une couche de verre ionomère. La deuxième famille des matériaux pulpaires, donc de protection pulpaire, c'est les matériaux à base de silicate de calcium. Et là, nous avons deux groupes, les résines à base de MTA, si vous voulez, les produits à base de MTA, et les produits hydrauliques. Donc, ils sont aussi des ciments qui peuvent aussi donner de bons résultats. Et selon l'European Society of Endodontics aussi, les guidelines pour la vitalité pulpaire, la condition sine qua non, si vous voulez, c'est une fois qu'on a une pulpe qui est atteinte, c'est de pouvoir contrôler l'hémorragie en ayant les 5 minutes par simple pression avec une boulette de coton sur la pulpe. Sinon, si on n'arrive pas à gérer le saignement, ça veut dire que la pulpe est enflammée et que les chances de réussite sont minimes et qu'on doit passer à une étape un peu différente. On peut pour ça aussi tremper la boulette de coton avec de l'hypochlorite de sodium ou de la chlorhexidine, l'essorer légèrement et en même temps, ce produit, l'hypochlorite ou la chlorhexidine, va jouer le rôle de désinfectant pour la pulpe superficielle et la dentine avant la pose du produit. Autre chose qui paraît un peu aussi des études qui sont sorties sur la vitalité pulpaire, c'est que la localisation de l'exposition est très importante. On s'est rendu compte que quand on a une atteinte sur le côté occlusal de la cavité, ça veut dire dans la chambre pulpaire, et les chances de succès étaient supérieures à une atteinte en proximale de la cavité. Et évidemment, ce qu'on connaît, mais qui a été reconfirmé aussi, c'est que l'âge du patient joue un rôle très important dans le succès de la conservation de la vitalité pulpaire. Les caractéristiques des produits de coiffage pulpaire. Qu'est-ce qu'on doit demander à un produit de coiffage pulpaire? Eh bien, normalement, c'est un produit qui est alcalin. Ça veut dire qu'il a un pH élevé qui va assurer une fonction antibactérienne et de stimulation des growth factors qui va permettre la formation de la régénération des tissus et la formation aussi d'un pont dentinaire. C'est des produits qui peuvent être utilisés en contact direct avec la pulpe, d'où l'appellation des produits biocompatibles, et qui vont permettre en parallèle de désinfecter et de réduire la charge bactérienne et la contamination pour permettre la cicatrisation de la pulpe et la formation du pont dentinaire. Un des produits, si vous voulez, classiques, un des produits phares qu'on a toujours utilisé depuis longtemps, c'est l'hydroxyde de calcium qui a un pH élevé de 11 plus ou moins avec un liant qui peut être à base d'eau, à base de résine, comme je viens de le signaler. Cependant, il faut savoir que l'hydroxyde de calcium a quelques inconvénients. Notamment, c'est un produit qui est hydrosoluble. Donc, si vous le mettez dans la cavité, après plus ou moins 3 semaines, il a tendance à disparaître puisqu'il est hydrosoluble, d'où le fait de le protéger, si vous voulez, par une deuxième couche ou un liner à base de verre ionomère utilisé en couche fine. Il a des propriétés mécaniques faibles, donc on ne peut pas l'utiliser directement dans une cavité et mettre le composite au-dessus. Évidemment, quand on va mettre un hydroxyde de calcium, on aura une inhibition de la couche hybride, puisque là où il y a l'hydroxyde de calcium, on ne pourra plus avoir de bonding et de liaison avec la dentine à cet endroit précisément.
Voici un exemple aussi typique, une exposition pulpaire minimale lors de la réalisation d'une cavité profonde, suivie de la pose de l'hydroxyde de calcium. Comme vous pouvez voir, tout se fait sous digue. Là, la digue, elle est de couleur rose. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à bien la percevoir, mais elle est évidemment posée. Et ensuite, nous allons poser le verre ionomère utilisé en forme de liner. Là, on a utilisé le Vitrobond. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une procédure qui prend du temps et que quand vous avez un doute que vous avez une cavité qui est profonde et qui a un risque d'exposition pulpaire, là, on conseille vivement de poser la digue immédiatement avant l'excavation de la carie pour minimiser les chances de la contamination bactérienne au niveau de la pulpe. Deuxième produit aussi qu'on peut utiliser, qui est à disposition depuis plusieurs années, c'est le MTA, le Mineral Oxide Aggregate, qu'on peut utiliser aussi en contact direct avec la pulpe. On sait tous que c'est un dérivé d'un ciment Portland, sauf qu'on ne peut pas terminer la cavité à la même séance. Il faut poser un coton légèrement humide et recouvrir le tout par un ciment provisoire pendant 4 à 6 semaines et puis enlever le ciment et remplacé par un composite définitif, comme vous pouvez voir à la droite de la diapositive. Après plusieurs semaines, en l'absence de signes de douleur ou de sensibilité, là, on peut tranquillement poser notre composite et être sûr que ça va être un cas réussi. Il y a quelques années aussi, on a vu plusieurs produits qui sont apparentés au MTA, puisque la formule du MTA est tombée dans le domaine public, si vous voulez. Nous avons vu vraiment toute une flopée de matériaux être à disposition, comme le ProRoot MTA de chez Dentsply, donc ça c'était le premier, de chez Angelus, de chez Endosem, donc plusieurs produits qui existent sur le marché et qui nous permettent aussi de réaliser des coiffages. Aussi, parfois, on a des produits qui sont présentés en capsule, parfois des produits qui sont présentés en seringue double mélange, qui nous permet aussi de facilement poser le produit dans la cavité. Et on arrive tout doucement, si vous voulez, à une nouvelle génération de produits, la biodentine, qui a été lancée par Septodon il y a plus ou moins 12 ans. Et je suis, si vous voulez, j'ai eu la chance de pouvoir l'utiliser depuis plus de 10 ans. Donc, je l'ai ramené au Liban. On a fait beaucoup de cas cliniques, je pense des dizaines, je peux dire, de cas qui ont donné beaucoup de réussite. Je vais rapidement vous présenter le produit pour ceux qui ne le savent pas. Donc, je pense que tout le monde a déjà connu ce produit. D'abord, il se présentait dans des boîtes de 15. Puis, on s'est rendu compte que c'était un peu peut-être cher pour le dentiste. Ça a été reconditionné en boîte de 5 capsules. Donc, vous avez la capsule, comme vous pouvez voir, qui contient la poudre et vous avez le petit récipient qui contient le liquide. Normalement, on va mélanger. Voici aussi quelques exemples de cas que j'ai traités avec la biodentine. Et là, vous pouvez clairement voir que ce sont des cavités vraiment très profondes où on a pu vraiment garder la vitalité pulpaire chez des patients parfois jeunes, parfois moins jeunes, mais qui ont évité les couronnes et qui ont évité les dévitalisations, évidemment, qui sont des procédures plus longues et plus coûteuses. Donc, la biodentine se compose principalement d'une poudre qui est à base de trisilicate de calcium ou disilicate de calcium aussi, et d'un liquide qui se présente en forme de pipette. Et là, c'est très important de bien respecter le dosage. Normalement, c'est 5 gouttes qu'il faut mettre, 5 gouttes vraiment dosées, et ne pas trop pousser sur le plastique de la pipette pour qu'une goutte ne soit pas un peu plus grosse. Et là, ça peut un peu fausser le mélange. Et donc, la propriété biologique de la biodentine, c'est un produit qui est bioactif et qui va promouvoir, si vous voulez, la régénération de la pulpe. Il va stimuler les transforming growth factor B de la pulpe et qui va induire la formation d'un bridge dentinaire et évidemment aussi qui va initier la différenciation des odontoblastes pour la production de la dentine tertiaire pour la réparation. Concernant les propriétés mécaniques de la biodentine, c'est un produit qui a un pH de 12, donc évidemment, c'est une activité antibactérienne importante. La porosité est faible, donc c'est un produit qui est compact et du coup qui a des propriétés mécaniques assez intéressantes et fortes de résistance et qu'on peut laisser en tant que ciment provisoire dans la cavité jusqu'à 6 mois de temps pour après le remplacer par le pansement ou le composite, si vous voulez, définitif. Et donc, en résumé, comment est-ce qu'on va utiliser la biodentine? Eh bien, on va ouvrir la capsule, on va rajouter le liquide dedans, comme vous voyez les 5 gouttes, on va refermer la capsule et on va la vibrer pendant 30 secondes
sur un vibreur de capsule de verre ionomère ou un vibreur spécial pour la biodontine de chez Septodent. Une fois que les 30 secondes écoulées, vous allez avoir un produit qui a une très belle consistance. Je ne dirais pas comme du yaourt, mais un peu plus épaisse, une crémeuse épaisse, une crème épaisse. Donc, voilà un peu comment on va faire à travers cette petite vidéo, comment on va préparer la biodontine. Donc, on va mettre les gouttes, on va refermer la capsule et on va la triturer pendant 30 secondes. Et une fois qu'on a terminé, vous pouvez voir la consistance du produit qu'on va appliquer avec la spatule en plastique et d'autres instruments avec une légère pression dans la cavité après avoir posé la matrice. Le gros avantage de la biodontine, là, on va utiliser une boulette de coton et un instrument pour éliminer les excès et laisser le produit durcir. Le gros avantage de la biodontine, c'est que c'est un produit qui est en même temps qui va servir de produit de coiffage pulpaire, si vous voulez, et de pansement provisoire. Ça veut dire qu'on ne doit pas utiliser de produits et dans la capsule, vous avez assez de produits pour vraiment remplir une grosse molaire. En résumé, donc, les indications de la biodontine sont les suivantes. Donc, un coiffage pulpaire direct, un coiffage pulpaire indirect, utilisé sur des dents permanentes ou temporaires. En endodontie aussi, on peut l'utiliser pour des chirurgies apicales ou à rétro, pour le traitement des perforations aussi, pour la réparation des résorptions internes ou externes aussi. Et comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, ça fait quelques années qu'on l'utilise ou qu'on recommande l'utilisation de la biodontine dans le cas de pulpotomie, quand on a des pulpites réversibles ou le début de pulpite irréversible, comme on va voir dans quelques instants. Premier cas classique, donc une pulpe exposée lors de la préparation d'une cavité. Donc, on va comprimer la pulpe pour obtenir l'hémostase avec une petite boulette de coton. Une fois l'hémostase obtenue, on va préparer notre biodontine et on va remplir la totalité de la cavité. Évidemment, il faut conseiller aux patients de ne pas boire ni manger pendant l'heure qui suit pour permettre à la biodontine de durcir, puisqu'on sait qu'il y a deux phases, la maturation de la biodontine, donc la première ou la phase initiale de durcissement et le durcissement final du produit qui va se passer après plusieurs heures. Et là, vous pouvez voir après la radio qui montre l'adaptation parfaite de la biodontine contre la chambre pulpaire et le remplissage de la biodontine. Là aussi, on peut remarquer que la radio-opacité de la biodontine n'est pas très élevée, mais on peut quand même la détecter puisqu'elle a une radio-opacité légèrement plus élevée que la dentine. Maintenant, la question qui va se poser, combien de temps il faut laisser la biodontine et est-ce qu'on va restaurer la dent définitive à la même séance ou pas? Eh bien, pour vous répondre, il existe deux cas de figure. Il existe des cas ou des situations où vous pouvez choisir de faire tout le traitement en une séance. Ça veut dire, lors de l'exposition, vous allez remplir une partie de la cavité avec de la biodontine. Et là, la biodontine sera utilisée comme une base et vous allez laisser une affaire de 2 à 2,5 mm de vide pour pouvoir poser votre composite. Là, évidemment, on doit attendre 12 à 15 minutes pour obtenir la maturation de la biodontine, ça veut dire le durcissement initial. Vous allez nettoyer proprement les parois de la cavité, comme vous pouvez voir au milieu en haut sur la diapositive du haut. Vous éliminez les excès de biodontine. Et puis là, dans cette situation, si vous choisissez de tout finir en une séance, on doit utiliser des adhésifs self-etch parce qu'on ne peut pas rincer la biodontine et utiliser de l'acide phosphorique à ce stade puisque la biodontine n'est pas encore dure. Et donc, vous allez utiliser un self-etch où on ne doit pas rincer. Vous allez le polymériser et puis vous pouvez appliquer votre composite. Deuxième cas de figure pour lequel je suis très favorable et très habitué. Normalement, je fais mes traitements en 2 séances. C'est question d'habitude. Ça me permet de revoir les patients, de contrôler la vitalité de la pulpe et d'être sûr que tout se passe bien. Donc, dans ce cas, on va remplir la totalité de la cavité avec la biodontine et on va renvoyer le patient après quelques minutes. Évidemment, les mêmes conditions et les mêmes remarques aux patients, ne pas manger ni boire avant 1 heure ou 2 et faire attention à éviter de manger des choses dures sur la dent. Le patient viendra à la séance d'après. En général, on attend
4 à 6 semaines après la pose de biodentine ou autres produits de coiffage pour être sûr que la pulpe réagit positivement. À la deuxième séance, et là j'ai changé la couleur des carrés, vous pouvez voir on est dans le vert, il faut retirer 2 mm de biodentine. En fait, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la quantité de biodentine qui va rester comme base, mais c'est juste le fait de préparer une cavité de 2 mm pour recevoir un composite conventionnel. Et donc, on va penser à l'envers, on va fraiser 2 mm, et là, vous avez le choix d'utiliser un adhésif soit Total Etch de la famille de Total Etch ou de la famille du Self Etch, et selon les étapes recommandées par le fabricant, et puis vous allez poser votre composite. Voici un peu les deux chemins qu'on peut utiliser pour la restauration de la cavité qui va suivre l'application de la biodentine. Évidemment, un peu plus long aussi, je vais vous montrer les différentes possibilités puisqu'on est en train de parler de bulk, évidemment. Donc là aussi, on a à disposition les produits, les composites bulk fill qui peuvent aussi se marier très bien avec la biodentine pour permettre un remplissage rapide de la cavité une fois la préservation de la vitalité obtenue. Je vais utiliser ou passer à quelques exemples cliniques pour illustrer un peu ce que je viens de dire. Donc, voici un exemple typique d'une carie minante. C'est une carie de classe 1, mais qui est assez profonde et qui a exposé la pulpe à deux endroits. Et donc, comme expliqué ultérieurement, comme je viens d'expliquer, donc on va bien désinfecter la cavité, on va s'assurer qu'on a obtenu une bonne hémostase et on va remplir toute la cavité avec la biodentine. Le patient revient après plusieurs semaines et là, vous pouvez voir la légère coloration jaunâtre de la biodentine, ce qui est normal puisque c'est une biodentine qui est en contact de la salive et de la bouche, mais qui n'a pas changé de couleur, qui ne s'est pas décolorée. Elle a juste terni un tout petit peu. Et ce qu'on peut aussi remarquer, c'est qu'elle est intégrale, donc il n'y a pas eu de fracture marginale ou au niveau des joints de la cavité. Et donc, comme je viens d'expliquer, on va tailler une cavité de 2 mm de profondeur sans se soucier de la quantité résiduelle de biodentine. On va juste mettre à nu de l'émail tout autour de la dent. On va appliquer notre adhésif et poser notre composite comme si on faisait un composite normal. Et là, vous pouvez voir sur la radio de contrôle le contact intime de la biodentine avec la pulpe de la dent et qui a donné un très bon résultat. Un autre cas de coiffage indirect avec la biodentine chez ce jeune patient à l'époque qui avait 17 ans. Et donc, comme les deux cavités étaient profondes, j'ai choisi d'utiliser la biodentine pendant quelques semaines pour être sûr que cette cavité à droite, la deuxième molaire qui était vraiment très profonde, va rester vitale. Et donc là, j'ai mis de la biodentine. Et sur la radio de contrôle à 1 an, vous pouvez voir à la radio la couche de biodentine et au-dessus, nous avons la couche de composite. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir un peu le recul clinique. Et voici une radio et une photo à 8 ans où on peut déjà observer la dégradation du composite légèrement au niveau de la 6 et de la 7. Mais ce qu'on peut voir, c'est que la pulpe est toujours à la même position. Il n'y a pas eu de rétraction pulpaire. La pulpe est toujours vitale, ce qui permet de confirmer le bon pronostic et le résultat de la biodentine. Et j'ai eu la chance aussi de revoir le patient à 10 ans. Et là, vous pouvez voir ce qui s'est passé, c'est que le composite s'est un peu fracturé au niveau distal. Et bien, tout simplement, donc, j'ai enlevé tout le composite et je me suis lancé dans une procédure de réparation, de remettre une nouvelle couche de composite. Et là, vous pouvez très bien voir la couche de biodentine qui est toujours intacte et présente et qui présente une bonne base avant de remettre la couche de composite. Donc, on a fait quelques photos pour illustrer ça. La pose d'un composite en utilisant un adhésif en 3 étapes de 4e génération, donc, puisque c'est toujours mes adhésifs préférés. Donc, appliquer l'acide phosphorique pendant 20 secondes, rincer d'une façon, si vous voulez, vigoureuse pour éliminer tous les résidus d'acide phosphorique. On va appliquer l'adhésif, on va polymériser et puis on va poser notre composite. Et voici la radio de contrôle à 10 ans où vous pouvez voir également le succès et la vitalité de la pulpe. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous l'ai dit, la pulpe ne s'est pas rétractée. Ça veut dire qu'il y a une parfaite biocompatibilité du produit, de la biodentine, avec la pulpe dentaire qui a permis aussi la vitalité pulpaire d'être maintenue. Un autre cas où j'ai opté d'utiliser la biodentine en sandwich ouvert. Et là, vous pouvez voir donc la couche de biodentine au niveau de la flèche bleue
ou sur laquelle j'ai posé un composite. Et vous pouvez voir qu'après 5 ans, la pulpe est toujours vitale et la couche de biodentine est toujours là. Dans le cas des caries profondes, puisque n'oublions pas que notre sujet ce soir, c'était la gestion des caries profondes, et comme on l'a dit aussi en dentisterie pédiatrique, il y a beaucoup de cas où vous avez affaire à des caries importantes. Donc là aussi, on va utiliser la biodentine avec les spatules pour remplir la totalité de la cavité. Et vous pouvez voir qu'une fois que vous avez rempli la cavité, on va observer une légère couche humide ou un peu brillante à la superficie de la biodentine. Et là, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une boulette de coton et de la passer doucement sur le contour de la biodentine, ce qui nous permet d'avoir une meilleure adaptation de la biodentine sur le contour de la cavité et d'éliminer les excès légers d'eau qui peuvent provenir de la phase initiale de durcissement de la biodentine. L'autre indication qu'on vient d'appliquer il y a quelques années, c'est la pulpotomie. Donc là, on est en présence d'une carie qui est assez profonde et qui va toucher évidemment la chambre pulpaire. Donc, comme vous pouvez la voir sur la radio. Et donc, ce que j'ai choisi de faire, puisque j'étais sûr que la carie était là, mais je n'avais pas de douleurs importantes, donc j'ai fait une excavation de la chambre pulpaire camérale avec une fraise propre, évidemment, pour éviter qu'il y ait une contamination. Je me suis assuré de l'hémostase de la pulpe résiduelle au niveau des canaux par légère compression, et puis j'ai rempli toute la cavité d'accès avec de la biodentine. Et comme j'ai voulu attendre aussi un certain temps, donc j'ai choisi de mettre au-dessus de la biodentine un verre ionomère pour être sûr que le patient, même en voyageant, en se déplaçant, n'aura pas de problème de casser la biodentine. Et quand le patient revient, à ce moment-là, on va retirer après plusieurs semaines ou plusieurs mois la couche de verre ionomère, on va la remplacer par une couche de composite. Et là, vous pouvez voir la parfaite intégration et adaptation de la biodentine dans la pulpe en contact avec la pulpe radiculaire de ce patient qui aujourd'hui on est à un recul de plus ou moins 2 ans. On peut aussi, comme je l'ai mentionné, utiliser la biodentine pour la réparation des perforations. Voici un cas qui nous a été référé au cabinet pour retrouver les canaux et gérer la perforation qui a été faite par le confrère. Donc là, on a obturé les canaux avec de la gutta. Évidemment, pour la perforation, après avoir nettoyé, on va assécher légèrement avec un cône de papier de calibre F2 et puis on va appliquer à l'aide d'un porte-amalgame légèrement la biodentine dans la perforation. Et la même chose, on va la nettoyer avec une boulette de coton et mettre la restauration définitive sur la dent. Voici 2 autres cas où le collègue essayait de faire sa dévitalisation à travers le bridge, puisqu'on sait que dans ce genre de situation, nous avons des calcifications. Et donc, il a perforé le plancher. Et donc, le patient est revenu au cabinet. On a retrouvé les canaux, on les a traités et la perforation a été obturée à la biodentine. De mon expérience concernant la manipulation de la biodentine, normalement, tout se passe très bien. La société est en train d'améliorer les consistances. On avait de légers problèmes de consistance de la pâte qui parfois pouvaient être un peu plus durs, un peu moins durs, mais ce problème est déjà réglé. Quand vous devez appliquer la biodentine, il faut le faire avec un mouvement léger, pas trop de pression sur la pulpe. Et la radio-opacité de la biodentine, elle est un peu faible, mais elle a une bonne résistance à l'usure, comme vous allez voir sur les diapositives qui vont suivre, dans les différents cas de figure. Donc, on a une stabilité à long terme et on n'a pas de discoloration, puisque vous pouvez voir que la biodentine va garder sa couleur ocre ou crémeuse dans la plupart des temps, malgré que le patient va consommer pas mal de colorants. Rouge ou autre, vous voyez qu'il n'y a pas de percolation tout autour du joint entre la dent et la biodentine et il y a une stabilité mécanique, il n'y a pas de fracture de la biodentine. Donc, après ce tour d'horizon clinique, essayons de voir un peu ce que dit la littérature, puisqu'évidemment, il est très intéressant d'avoir un support, si vous voulez, scientifique, une espèce d'evidence-based pour voir un peu ce qu'il en est. Pour les plus curieux, vous pouvez vous servir de PubMed, la database, et aller faire un petit tour et taper biodentine. Eh bien, qu'est-ce que vous allez avoir? Dans les dernières douzaine d'années, on a eu 1065 articles qui ont été publiés sur la biodentine. Ça veut dire c'est un produit qui a fait travailler pas mal de chercheurs, qui a fait couler pas mal d'encre. Pour ma part, évidemment, je ne vais pas passer en revue les 1065 articles, mais j'ai retenu les articles les plus pertinents qui nous permettent de comparer un peu la biodentine
à d'autres produits où on a parfois tendance à se dire, tiens, pourquoi est-ce que j'utilise la biodentine? Pourquoi ne pas utiliser un verre ionomère, par exemple? Et là, vous avez une réponse en termes de percolation, une comparaison entre la biodentine sur des dents permanentes versus le Fuji 9, si vous voulez, de GC. En termes de shear bond strength, évidemment, le verre ionomère va avoir une meilleure adhésion sur la dent. Mais en termes de percolation, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez voir la biodentine en rouge. En termes de percolation, elle représente la moitié de la percolation, ce qui est vraiment très intéressant. Donc, ça va être une barrière contre la protection bactérienne ou l'infiltration bactérienne dans la cavité. C'est ce qu'on cherche évidemment pour avoir une bonne cicatrisation et la formation d'un bridge, d'un pont dentinaire, si vous voulez. Concernant la pulpotomie aussi, il y a un article qui est sorti en 2018 qui reprend le traitement de 64 molaires permanentes symptomatiques, et c'est ce qui est très intéressant, sur 52 patients âgés entre 19 et 69 ans étaient inclus dans l'étude. Et là, les auteurs et collaborateurs ont suivi, si vous voulez, les signes cliniques et la vitalité des racines à 2 jours. On avait 93,8% de cas de succès avec une absence de douleur qui est partie immédiatement. À 2 jours, à 6 mois, on avait 98,4% de succès clinique et radiographique, évidemment, parce qu'il faut toujours combiner la réussite clinique, si vous voulez, ou l'aspect clinique à l'aspect radiographique. Et à 1 an, on avait 59 des 63 patients qui se sont présentés, si vous voulez, au recall avec 100% de succès clinique et 98,4% de succès radiographique. Donc, c'est une technique qu'on pratique et qu'on recommande fortement pour essayer de passer outre les dévitalisations et essayer de préserver au maximum la vitalité de la pulpe. Et donc aussi, la conclusion, c'est que la biodentine, c'est une alternative importante, intéressante, qui permet d'utiliser ce produit pour traiter les pulpotomies déjà. On a une absence de signes cliniques et de symptômes, ce qui veut dire que même en cas de pulpite irréversible, elle n'est pas contre-indiquée et on peut l'utiliser aussi en tant que full pulpotomie, donc dans une pulpotomie totale, on peut l'utiliser comme une alternative au traitement canalaire des racines. L'effet aussi de la biodentine sur la prolifération et la migration des cellules souches a été mis en évidence dans plusieurs études, ce qui veut dire que c'est un produit qui a beaucoup de paramètres et beaucoup d'aspects positifs pour la préservation de la vitalité pulpaire. Voici aussi une autre étude qui a montré un peu l'utilisation de la biodentine versus le ProRoot MTA. Nous avons aussi à 18 mois, ils ont pu suivre le résultat des dents qui ont été traitées par, la moitié des dents ont été traitées par du MTA, par de la biodentine. Et on a, en comparant les résultats, avec le ProRoot, on a 92,6 de succès par rapport à la biodentine qui a présenté 96,4 de résultats qui n'étaient pas du tout inférieurs chez des patients âgés de 6 à 18 ans. Cependant, donc, on a remarqué que la biodentine n'a donné aucune décoloration et donc c'est un produit qu'on peut recommander pour les coiffages pulpaires. Évidemment, dans quelques cas aussi, on peut rencontrer parfois des échecs dans quelques cas. Là, par exemple, c'était une patiente de 53 ans. Le confrère a tenté un coiffage, mais on sait très bien que plus l'âge du patient est avancé, plus on aura un risque d'avoir des échecs puisque le flux sanguin dans la pulpe n'est plus aussi important. Et là, vous pouvez voir la radio à la base avec la rétraction pulpaire qui montre aussi la rétraction et donc une pulpe souffrante qui n'a pas beaucoup de potentiel réparateur. Concernant l'obturation des cavités, donc, de quoi est-ce qu'on peut utiliser ou quels sont les composites qu'on peut utiliser? Et donc, nous avons aussi des composites, tout comme en construction, si vous voulez, nous pouvons utiliser des composites en technique de stratification ou des composites en technique bulk fill, comme on peut voir il y a une dizaine d'années sur le marché. Et dans une de nos publications aussi, on a classifié les composites bulk fill en deux grandes familles, les composites qui peuvent être utilisés comme base, mais qui doivent être protégé, si vous voulez, par une couche de composite normale. Donc, par exemple, le composite fluide ou le composite bulk fiber-based. Et là, nous avons une autre famille de ces composites bulk, mais cette fois à haute viscosité et à un pourcentage de charge élevé qui permet de remplir la totalité de la cavité avec le même composite. Et une deuxième variante dans cette famille, c'est les composites qui sont activés d'une façon sonique.
Et là, je saisis l'opportunité ce soir pour partager avec vous la publication de mon bouquin sur les composites bulk fill qui vient de sortir. D'ailleurs, c'est aujourd'hui que j'ai reçu les copies imprimées de chez Springer. Donc, c'est le fruit d'un travail de 2 ans en collaboration avec le professeur McConnell. Nous avons écrit un bouquin concernant les composites bulk fill. À titre d'exemple, vous avez les composites fluides. Donc, voilà un peu ce que on a sur le marché, le SDR, le Tetric Flow. De chez Septodon aussi, nous avons le Restofil en version fluide ou en resto en bulk. Et nous avons aussi le composite fiber-based, donc de chez GC. C'est des composites qui sont fibrés, qui permettent la diminution de la propagation des fissures, si vous voulez, dans les dents, qui peuvent être utilisées dans des dents dévitalisées ou des dents naturelles. Et donc, l'orientation des fibres qui font 1 mm va permettre de lutter contre la propagation des fissures. Et l'autre groupe des composites, c'est les composites à hautement chargés, si vous voulez, qui peuvent être utilisés pour le remplissage de la totalité de la cavité. Là, nous avons aussi un exemple qui vient de chez Gaveau et de chez Kerr. Donc, c'est le Sonic Fill. C'est un système fermé puisqu'on va utiliser un composite spécialement fait par Kerr avec la pièce à main de chez Gaveau. Les indications, évidemment, sont multiples pour des classes 1, pour des classes 2 et des reconstitutions cuspidiennes. Je termine par un petit mot concernant l'adhésion entre les produits BioBulk, notamment la biodentine et les composites. Qu'en est-il de cette interface, si vous voulez, entre les deux? Premièrement, pour la biodentine qui est posée contre la chambre ou la pulpe, on n'a pas besoin d'une adhésion, on a plutôt besoin d'une biocompatibilité et d'une herméticité. L'adhésion va survenir dans la deuxième interface entre la biodentine et le composite. Et là, vous avez le choix d'utiliser un adhésif parmi les familles qui existent, un Total Etch ou un Self Etch. Voici un exemple d'un cas de composite de biodentine après plusieurs semaines. Donc, j'ai préparé la cavité en forme de classe 2, j'ai posé la matrice et j'ai posé mon composite. Voici aussi un autre cas, un suivi à 8 ans où on a une base en biodentine couverte par du composite. Et là aussi, on a un beau succès. Et vous pouvez voir l'interface, la biodentine en bas, où le composite a été posé sur la face supérieure de la cavité. Et ça représente un succès qui a permis de maintenir la vitalité de cette dent. Aussi, beaucoup d'études qui montrent un peu l'adhésion entre la biodentine et le composite. Et là, je m'arrête à la dernière remarque, c'est que le meilleur timing pour placer un composite sur la biodentine, c'est à 14 jours. Eh bien, pourquoi à 14 jours? Pour ceux qui vont opter au minimum 14 jours, si vous voulez, quand vous faites votre traitement en 2 séances, c'est qu'après 14 jours, la biodentine est à son stade de maturation ou de durcissement optimal, ce qui nous permet d'obtenir la meilleure adhésion entre le composite et la biodentine. Je termine sur une note un peu futuriste, la régénération pulpaire. Est-ce que c'est pour demain? Est-ce que c'est pour aujourd'hui? Les cellules souches, les études qui sont aussi faites dans les laboratoires sont multiples. On a beaucoup de résultats positifs. J'ai même participé à une série d'études dans mon université, à l'université libanaise. On a fait une série d'études. On a extrait des pulpes en comparant des pulpes d'adultes par rapport à des pulpes extraites chez les dents de lait. Et là, on a pu aller extraire la pulpe, comme vous pouvez voir, les prendre au laboratoire de la faculté des sciences et obtenir une différenciation cellulaire. Et là, ce qu'on a pu obtenir, c'est qu'on a pu former des amyloblastes, ce qui était vraiment excellent et ce qui nous a permis de publier 3 ou 4 articles vraiment sur ce travail dans le Journal of Dentistry. Mais ce qu'on a pu obtenir de l'émail et de la dentine, mais le gros souci des chercheurs actuellement dans le monde des cellules souches, c'est la forme anarchique qu'on est en train d'obtenir. Donc, on a besoin de trouver un scaffold, si vous voulez, qui nous permet de guider, si vous voulez, la sécrétion de ces cellules pour avoir une bonne formation d'émail ou de dentine. Quoi retenir après cette présentation? Eh bien, ce qu'on va essayer de faire, le message, si vous voulez, chef de cette présentation, essayer de maintenir la vitalité pulpaire autant que possible, puisque c'est le meilleur coiffage pulpaire, c'est la pulpe vitale. La biodentine semble être un produit très prometteur qui a donné de très beaux résultats à 10 ans au moins et qui nous permet de préserver la vitalité pulpaire. Et les composites bulk fill qu'on a à disposition actuellement et qui sont reconnus comme une classe de composite à elle-même
peuvent être utilisés dans la continuité du biobalk pour assurer la pérennité des restaurations. Je vous remercie pour votre attention et je termine par une belle vue de la ville de Beyrouth, une vue d'un jour de printemps ensoleillé. Si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre. Merci encore de votre attention. Merci beaucoup, professeur Sabag. Donc, je pense qu'on a eu ainsi l'occasion de revoir et de retracer une grande partie de votre expérience, hein. Comme vous l'avez dit, hein, vous êtes un des pionniers de ces produits, en particulier Biodentine. Donc, je pense que c'était à la fois voilà, une belle présentation sur les résultats cliniques et aussi et pas mal de conseils. Il y a eu des questions, hein, qui sont ressorties sur des points précis, notamment sur le test, hein, de la vitalité, tester le saignement, hein, d'une pulpe. Vous avez préconisé l'hypochlorite, hein, ou la chlorhexidine. Une question Oui. ici, c'est pourquoi pas l'eau oxygénée? Justement parce que l'eau oxygénée, elle a tendance à colmater ou à faire de l'effervescence avec la pulpe, à interagir. Donc, on veut un produit, si vous voulez, qui ne va pas induire un arrêt immédiat du saignement pour ne pas compromettre les résultats. Donc là, il semblerait que l'hypochlorite et la chlorhexidine vont agir en tant que désinfectant et en tant que par la compression pour arrêter le saignement. Alors, une question aussi qui revient, donc on a parlé de ces pulpites, euh, voilà, pour lesquels on peut, hein, utiliser la biodentine, hein. Il ne faut pas nécessairement dévitaliser la dent. Ici, une question, c'est est-ce qu'il y a un grand risque de nécrose pulpaire suite à la pulpotomie d'une pulpe jeune? Est-ce qu'il y a un plus grand risque à ce niveau-là? Pas vraiment. Donc, de nouveau, tous ces produits bioactifs, et notamment la biodentine, sont utilisés dans les cas de maturation apicale parce que parfois on a de l'apexogenèse. Donc, c'est des produits qui ont déjà fait leur preuve, qu'on peut les utiliser pour préserver la vitalité pulpaire. Maintenant, le tout, c'est de voir quelle est la charge bactérienne qui a été en contact avec la pulpe et de voir si l'organisme va pouvoir, avec son immunité, vaincre un peu, si vous voulez, cette charge bactérienne pour permettre une régénération d'un pont dentinaire et un succès du traitement. Mais comme je viens de le dire aussi, et je l'ai dit dans la présentation et je le répète, quand on sent qu'on a une dent à risque lors du traitement avec une carie profonde, je vous recommande vivement de travailler sous le champ opératoire pour éviter la contamination et la surcontamination par la salive du site opératoire et éviter de ramener encore plus de bactéries dans la chambre pulpaire. Euh, Effectivement, vous avez parlé, hein, de l'excavation par étapes, hein, et donc de laisser cette dentine ramollie qui va durcir. Mais comment s'assurer qu'elle va durcir et qu'elle ne va pas finalement continuer à évoluer et peut-être atteindre la chambre pulpaire? Eh ben, la garantie, c'est qu'il faut sceller hermétiquement cette restauration et mettre une bonne matrice assez étanche pour mettre le produit avec un coin en bois. Donc, il ne suffit pas de faire une excavation et de mettre un pansement provisoire au-dessus du produit qu'on a choisi d'utiliser, soit l'hydroxyde de calcium, soit la biodentine. Il faut que l'intégralité si vous voulez, du complexe de vital couronne ou coiffage avec la couronne et l'interface soit bien hermétique. Deuxième chose, justement, l'idée, c'est de ne pas faire une excavation intempestive de toute la situation ou de toute la lésion. Et on peut pour ça s'aider d'une radiographie pour voir un peu à quel stade on est et quelle est la dentine résiduelle qui reste au niveau de l'interface entre la pulpe et la dent. Parfait. Ah ben voilà. Donc merci pour les réponses et très belle photo de Beyrouth, hein, de Antoine Asmar. Donc voilà, je pense que peut-être que vous le connaissez. Euh, une autre question. En proximal, peut-il rester 1 ou 2 mm de biodentine à nu avant de poser le composite par-dessus?
Très bonne question. En fait, quand la limite de la cavité elle est en juxtagingival ou sous-gingival, je préfère laisser la biodentine puisqu'on sait qu'on ne pourra pas avoir un champ opératoire, si vous voulez, propre et hermétique pour poser son adhésif. Et là, j'ai fait plusieurs cas où j'ai gardé la biodentine en tant que sandwich ouvert. Et je vous ai montré, je pense, l'un ou l'autre cas, un ou deux cas où on a vraiment de bons succès avec ça. Mais sinon, l'idéal, c'est d'essayer d'exposer l'émail pour mettre une matrice à avoir un bon coffrage. Mais en l'absence ou en présence de limites, si vous voulez, sous-gingivales, on peut sans problème laisser la biodentine en interface. Parfait. Est-ce que vous avez une astuce par rapport au retrait de la matrice, et par rapport au temps de durcissement? Comment vous vérifiez ça? Voilà, est-ce que vous pouvez partager Bah, c'est une très bonne question, mais là aussi, il n'y a pas, je dirais, de miracle. Il faut attendre 10 à 12 minutes avant de retirer sa matrice. Il faut éliminer tous les excès, comme j'ai montré à la vidéo, mais c'était un peu rapide. Donc, utiliser une sonde droite pour éliminer tous les excès qui risquent d'accrocher à la matrice et qui risquent de fracturer, si vous voulez, la crête du biodentine et retirer légèrement la matrice. Donc, pas d'un coup sec, parce qu'on a l'habitude souvent de retirer la matrice face à un composite qui est bien plaqué contre la dent adjacente. Donc là, vraiment, il faut y aller tout doucement et essayer de la retirer par des petits mouvements de gauche et de droite, mésiale distale, pour la retirer sans fracturer la biodentine. Est-ce que finalement vous êtes vous avez une préférence pour en une ou deux étapes? Apparemment, on pouvait comprendre plutôt Personnellement, en je l'ai deux déjà dit, étapes, hein. je suis beaucoup plus favorable pour deux étapes. Tout simplement Mhm, parce que je suis encore un adepte du total etch. Donc, je ne peux pas pratiquer le total etch en une seule séance. tout à fait. Euh, J'ai Par montré un rapport peu, à... j'ai montré un peu les deux cas de figure. Évidemment, Tout à chaque fait. technique a ses avantages et ses inconvénients. Pour les protagonistes de de la technique en une séance, c'est l'avantage aussi, c'est de ne pas revoir le patient une deuxième fois pour ne pas réexposer tout ça ou risquer de perdre le patient. Mais par contre, moi, je préfère revoir le patient, comme ça, il est un peu responsabilisé et ça nous permet aussi de tester la vitalité pulpaire à la deuxième séance. Mhm. Euh, quand vous, voilà, vous avez cette procédure en deux séances, bon, on sait bien, on a parfois des patients jeunes qui n'ont peut-être pas cette patience et qui ne savent pas peut-être rester dans le siège. Est-ce que vous avez aussi un conseil ou une astuce par rapport au temps de durcissement, hein, puisque vous savez que vous allez peut-être revoir ce patient un peu plus tard? Non, mais justement, donc dans le cas de patients jeunes qui ne peuvent pas rester, là, je serais beaucoup plus favorable pour une technique en deux séances, puisque la première va me permettre d'utiliser ou d'optimiser, si vous voulez, cette opération en biobulk, de remplir la totalité de la cavité avec de la biodentine. Éventuellement, une des astuces, c'est de donner une compresse au patient sur laquelle il va mordre légèrement pour éviter la salive, pour le soulager et le libérer rapidement si on n'arrive pas à garder le jeune enfant ou l'enfant dans le siège pendant 10 à 12 minutes. Vous pouvez mettre une petite compresse et la pompe à salive, mais là, je serais beaucoup plus favorable de la faire en deux séances, ce qui nous permettra de scinder un peu les séances et d'être sûr que le patient ne va pas bouger tout le temps et nous permettre de poser une bonne restauration en composite au-dessus de la biodentine. Parfait. Alors, peut-être une dernière question. En mettant un composite flow au-dessus, peut-on faire un total etch? Bonne question. En fait, je n'ai pas fait allusion à ça, mais certains, au lieu d'utiliser du composite fluide, utilisent aussi du verre ionomère. C'est une alternative, mais de nouveau, un composite doit être posé avec un adhésif. Donc, le mettre sans poser un adhésif, donc, personnellement, je ne l'ai jamais essayé. Oui, ça peut fonctionner, tout comme mettre un verre ionomère pour isoler et pour mettre à ce moment-là, ce qui vous Hmm, permettra, si vous voulez, de durcir le produit et de passer en total etch. parfait. Voilà, je pense que nous arrivons à la fin de la séance. Il est voilà, 21 heures. On a eu au total près de 119 participants durant cette séance. Donc, je pense que c'est une belle réussite
une belle reconnaissance aussi pour votre travail, professeur Sabag. Donc voilà, j'ai toute une série de remerciements. Voilà, merci pour un super webinaire de Monsieur Dujardin. Merci à ce très bon voilà de Stéphanie Delire également. Donc voilà, il y a toute une série de messages de remerciements que je vous partagerai par la suite. Merci Voilà. beaucoup pour tous les présents. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. À très bientôt. Donc, l'enregistrement sera repartagé à tous les participants qui se sont inscrits. Une excellente fin de soirée et à très bientôt pour notre prochain webinaire. Merci, au revoir. Merci Sandro, bonne soirée à tout le monde. Au revoir.